là, notre challenger, c'est Raphaël. Comment tu vas? Ça va très bien, merci beaucoup, très content d'être là. Bonjour. Salut. Bonjour monsieur. Alors, toi, tu es étudiant en photographie. Tu as un podcast aussi qui s'appelle Parole d'image. Ce soir, tu avais envie de nous parler des affiches de cinéma, justement. Ouais, c'est ça exactement. On va parler un peu de cinéma. Alors, j'en ai parlé 3 minutes à Étoile avant l'émission. Bon, vous doutez bien qu'il est ravi qu'on parle de cinéma. Il déteste ça. Voilà. Non, je ne déteste pas le cinéma, je suis ignorant. C'est pas la même chose. Mais Eh bien, on va en parler un peu alors. Ouais. Plutôt que vous dire de quoi on va parler, je propose qu'on commence avec un exemple, tout simplement, qu'on peut afficher tout de suite. On regarde ensemble un petit panel d'affiches de cinéma qui ont été floutées. Et alors, c'est clairement pas une question au calibre du risque tout. Je vais vous demander si jamais vous êtes un samedi, vous avez envie de vous marrer, d'aller voir un film en détente. Un film familial, voilà, une comédie familiale. Laquelle... J'ai juré que dans la baie, il y a Franck Dubosc qui joue dedans. Non, mais là la cote est assez basse quand même. c'est la baie. Moi, j'ai le chat peut participer avec les lettres, voilà. N'hésite pas à spammer un maximum. Moi, j'arrive à savoir lequel est français, là, du coup, surtout dans le lot. Ouais. De quoi? J'arrive à reconnaître celui qui est français dans le lot. Mais la B, c'est le mélange de camping et du cobu. Oui, voilà. C'est ça. B, tout le monde spam B. C'est vrai que. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord aussi. Ouais. Alors, on peut les afficher en version nette. Évidemment, c'était Franck Dubosc. Sur Ah oui, je le sentais ça. Le Francky. C'est du Francky ça. Mais alors, si on prend un petit pas de côté sur ce qui vient de se passer, on se dit que sans avoir les affiches nettes, sans avoir le casting du film, sans avoir son titre, sans savoir exactement ce qui s'y passe, comme si on passait à côté, qu'on la voyait floue, comme on passe en métro ou en vélo très rapidement, on a très très peu d'informations. Pourtant, l'essentiel de l'info que communique l'affiche de film, elle passe quand même. Et ça, en fait, ça témoigne forcément un formatage, une éducation qu'on a eue en fait avec les codes de la culture qu'on partage tous. Et donc, c'est essentiellement c'est précisément le sujet de cette chronique. Ok, très bien. Comment ne pas faire une affiche de film originale? Alors, si je vous en parle, c'est parce qu'en fait, dans le milieu du cinéma, ça fait un peu, il y a une sorte de petit clivage. Ça fait un peu polémique. On a un tweet de Vincent Cassel, par exemple, en 2020, donc pas si. Ah oui, ils en ont tous marre. Ah ouais. Exemple flagrant du formatage, du manque d'invention, de la flemme et du nivellement par les bas des distributeurs. Voilà. J'aurais adoré que Genius vous limite, le Vincent Cassel. Mais parce que c'est la méta en fait, titre bleu et jaune. C'est ça, exactement. Pour les comédies françaises, là on le voit, il donne 6 exemples. Donc il jette clairement un pavé dans la mare. Donc c'est depuis un compte Twitter qui n'existe plus. Il a mis aussi sur Insta, le compte Insta existe toujours, mais le post. C'est quoi, c'est le lobby du cinéma qui l'a retrouvé? Je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, c'est un des premiers qui s'est mouillé, en tout cas dans le monde du cinéma, à dire ce genre de choses. Pardon, j'ai une question, parce que si on voit l'image, juste, parce qu'en haut à droite, je sais plus parler moi, mais en haut à droite, c'est un film américain. Ouais. Est-ce que c'est nous les Français qui avons cette culture du bleu ciel jaune, ou est-ce qu'aux États-Unis aussi, par exemple, The Boyfriend, l'affiche américaine, elle était. Je te propose qu'on en parle dans un tout petit instant. Ah, parce pardon, qu'on va prendre cet exemple, justement, il n'y a aucun souci. T'es en train de lui baiser sa chronique. Je niquais sa chronique. Tout va bien. Vincent Cassel, là, il nous donne 6 exemples. Alors, j'ai fait quelques petites recherches rapidement, on en trouve beaucoup d'autres. Regardez le nombre qui va s'afficher de comédies françaises qui ont ces mêmes codes. C'est incroyable. Oh, la méta. C'est vraiment comme un template qu'on imite. Fond bleu, titre jaune, c'est gagné. On met en général des personnages qui ont un surjeu aussi pour être sûr de ne pas passer à côté. Brice de Nice, le précurseur. Exactement. Avis sur ce genre de film? Est-ce que t'as un film parmi toutes les affiches là où tu te dis que c'est un bon film? Ou est-ce que la plupart tu te dis que c'est à chier? Allez. Non, je pense que c'est des comédies familiales. En l'occurrence, ça va être vraiment un cas particulier qu'on va prendre. On va voir que c'est pas forcément le cas uniquement des comédies familiales par la suite. Ok. Alors là, on parle d'un fond bleu. Pourquoi le bleu? C'est la confiance. Exactement. Un truc de confiance. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a un vrai truc de psychoperception des couleurs. Il y a eu beaucoup de recherches déjà depuis la fin du siècle dernier. Le mec qui a fait ça, il est informaticien, il vit au Canada, il s'appelle Vijay Pandurangan. Il a un nom que je dirais qu'une seule fois. Et c'est un crack. Voilà, c'est le crack. C'est lui qui a fait ça du coup. Ouais, et vous allez comprendre tout de suite ce que c'est. En fait, c'est très simple. Le mec, donc il faut s'imaginer, le gars est ingénieur chez Google, puis il crée une start-up qui vend à Twitter à ses débuts, expert de la big data, de la vie privée. Le mec mange des processeurs dès le matin. Et clairement, il voit il fait ce constat. Avec le monde du cinéma, les affiches sont de plus en plus bleues. Alors, ça nous arrive à tous de se poser des questions existentielles, des questions inutiles, et puis on passe à autre chose. Parce que quand on a un cerveau constitué comme ce gars, en fait, on développe des programmes, on compile 35 000 affiches de cinéma, on remonte jusqu'en 1914. Alors, ce que vous voyez ici, en fait, se lit de haut en bas. Plus on est haut,
plus on est ancien. Okay. Plus on est bas, plus c'est récent, donc de 1914 à 2012. Sur les couleurs utilisées sur les affiches. Exactement. Et la largeur de la couleur montre en fait la redondance des couleurs des affiches. Le bleu, c'est en train de percer. Je comprenais pas pourquoi Kamel, Kakor, le Blue Wall, ils sont très très forts. What's the color, ça. Donc on voit très clairement qu'en haut, on a une proportion de bleu qui est beaucoup plus faible qu'en bas. On a un échantillon quand même de 35 000 films, donc le moindre écart, ça représente quelque chose d'incroyable. C'est hyper intéressant parce qu'en plus c'est vachement utilisé même dans les films pour faire passer les émotions. Ouais, c'est quelque chose qu'on utilise, moi dans mon ancien taf je l'ai étudié, ouais. et en colorimétrie, quand on fait le métier de coloriste derrière, ce que tu as montré, nous on l'a pour dire ok on veut diffuser telle émotion, donc toi en tant qu'étalonneur, tu dois aller dans ces couleurs. Ah, tu pousses un peu plus. C'est ça. En fait, il faut voir le cerveau comme un réseau d'associations de connaissances qui sont conscientes et inconscientes. Alors là, forcément, je vous parle de couleurs, donc on va pouvoir mettre des termes dessus, des valeurs, etc. Mais quand on passe dans la rue, qu'on voit une affiche, en fait, ou qu'on voit un panneau stop qui est en rouge, on va pas se dire, ok, là, il est rouge, donc il y a peut-être une interdiction, peut-être que ça joue sur le rouge, c'est vrai que ça... moi, le rouge, ça me... C'est associé maintenant, tu vois, dans la rue, tu sais c'est inné, en fait. Ouais. C'est inné, on partage tous une culture qui est la même. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que ce modèle, c'est un modèle occidental. Si on s'intéresse, par exemple, au Japon, ou plus généralement aux pays asiatiques, la construction des couleurs va être totalement différente. Donc ça, c'est super intéressant. La couleur des panneaux, la couleur des panneaux par rapport aux pays d'Europe, tu peux quasiment reconnaître un pays d'Europe par rapport à la couleur des panneaux. Tu as les routes qui sont des couleurs différentes en fonction des panneaux qui sont. L'XP GeoGuessr qui... Je suis c'est 5 000 heures, mon pote, ça, je peux te dire que là... Non, mais c'est vrai, non, mais tu sais que mais ça rend trop heureux les couleurs. Moi, quand je vois un panneau vert, excusez-moi. Oh, nous en dis pas plus, on sent que ça te parle, on sent que ça te touche. Donc, alors, je vais vous dire un terme, ne paniquez pas, je vous explique. Ils ont étudié en fait ce qui est la conductance électrique. Je commence à paniquer. Tout va bien. La conductance électrique, c'est en fait un phénomène électrique naturel qu'on a tous à la surface de la peau. Dans le corps, il y a des phénomènes qui impliquent de l'électricité, notamment dans le système nerveux. Et en fait, à la surface de la peau, on a tous un très faible potentiel. C'est vraiment très, très, très faible. Un certain niveau d'activité électrique. Et eux, ils ont mesuré, en fait, en soumettant des gens à des couleurs différentes, unies. Par exemple, on soumet quelqu'un à un environnement et des objets bleus pendant 1 minute, puis à une autre couleur. Et puis on répète pour être sûr que... C'est l'impact électrique sur la peau, du coup. Non, c'est l'impact que fait la couleur à laquelle on est confronté sur notre sur ton corps, donc comment tu réagis, quoi. C'est ça, et cette conductance électrique qui est palpable, en fait, qui peut être mesurée, elle dépend de l'hydratation, ce qui n'a pas forcément beaucoup de rapport, mais elle dépend surtout du niveau de stress. Alors quand on parle d'un stress, on ne parle pas forcément d'une panique, de quelque chose qui nous angoisse. Un stress, ça peut être... on appelle aussi un stress, par exemple, quand vous conduisez, le feu passe au rouge, et il y a un stimulus, une réaction, du coup ça s'appelle aussi un stress. Et donc concrètement, ce qu'on en déduit, c'est que les couleurs auxquelles on est confronté impactent directement une forme d'apaisement, mais qui est même mesurable au niveau du corps. C'est-à-dire que c'est totalement inconscient, ça va vraiment au-delà de ce qu'on peut penser, et c'est une construction qui fait qu'on est dedans, on partage une même culture. Donc le bleu, ça nous met trop bien. C'est ça. Le bleu, en Occident, c'est la fiabilité, ça rassemble. Alors c'est utilisé dans énormément de choses. Si on enlève le noir, le blanc et le gris, donc tout ce qui n'a pas de couleur, on va parler des affiches politiques très très vite. Si on enlève le noir, le blanc et le gris des vêtements, c'est la couleur la plus portée, avec le blue jeans. C'est la couleur que choisissent tous les logos commerciaux dans énormément de choses qui veulent rassurer. Les réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, exactement, les réseaux sociaux, Facebook, Meta, Twitter, on a Discord, LinkedIn, Skype, Telegram, Signal, tout ça c'est bleu. Nous, tout est rouge. Bonsoir, bienvenue, bon mardi. J'espère que vous allez bien. Le rouge est excitant, au contraire, ça donne faim. Exactement. Ça donne faim. C'est ça, exactement. Voilà. On l'a attaché lui ou pas là? Énormément d'organismes bancaires aussi. On a tout ce qui va être PayPal, Lydia, Visa, American Express. Pour les cryptos, on va avoir Coinbase, Bourse Direct, DEGIRO pour les investisseurs. C'est vraiment une vérité. C'est devenu un code. Mais du coup, pour revenir sur les affiches de cinéma, donc on voyait le bleu, le jaune, on le voyait un peu partout. C'est parce que justement, c'était une des couleurs aussi les plus... c'est ça. Où le jaune, il y a un rapport humour un peu, en mode on va se marrer, c'est un peu le soleil, c'est solaire, quoi, t'es waouh. En fait, non, vous vous doutez bien que si le bleu est si précisément choisi, si on ne le choisit pas pour rien, le jaune qui va être utilisé pour les titres, il n'est pas là au hasard du tout. En fait, il y a un truc très simple
dans le monde de l'image qui s'appelle les couleurs complémentaires. Donc pour faire très simple. Va en salle en a mangé les couleurs complémentaires. La chef-op qui parle. Clairement, toutes les couleurs qu'on a du soleil, en fait, qui est une lumière blanche, on peut la décomposer comme ça, avec toutes les couleurs qu'on voit, qu'on organise souvent dans ce cercle chromatique. On appelle ça une roue chromatique. Et en fait, elle se lie de façon avec des diamètres. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est le bleu qu'on voit sur la partie gauche. Si on trace un diamètre qui passe par le centre, en face, on a le jaune. Okay. Et en fait, ça crée une harmonie des couleurs. Il faudrait avoir un expert de la couleur pour expliquer ce que dans la tête, ça nous fait. Mais en fait, tout simplement, le bleu est une couleur primaire et le jaune est composé de rouge et de vert. Donc en fait, si on a du bleu et du jaune, c'est comme si on avait toutes les couleurs et on a l'harmonie qui est faite. Et du coup, par exemple, ce que tu nous présentais par rapport aux affiches des politiques pour la présidentielle, etc., parce que là, du coup, on voit que c'était du blanc, plus sur l'écriture. Le jaune, quand même, a une dynamique un peu peut-être trop fun, justement, pour être en... Il faut un peu limiter, forcément. Là, on parle de politique, on veut avoir un sujet quand même qui est assez sérieux. Je trouvais que la politique n'était pas trop un sujet clivant sur Twitch, donc je vous ai fait une petite compile que vous pouvez voir là. En fait, là, je voulais vous montrer surtout que le bleu est la couleur par défaut. C'est-à-dire que les affiches de... Là, on n'a pas que des affiches de 2022, on remonte un peu loin. Et ce qu'on voit, c'est que le blanc n'est pas du tout la couleur par défaut. Alors, il y a des exceptions, forcément, quand on a des valeurs qui sont associées directement à une couleur, un parti écologique, un parti d'écologie, par exemple, avec le vert, naturellement, un parti communiste éventuel avec le rouge. Mais par défaut, on est sur le bleu. Et ça, on l'a vu, c'est parce que ça rassemble, ça fidélise et ça... c'est complètement intrinsèque, quoi. Ok, écoute, la folie, mais du coup, au cinéma, par exemple, maintenant, c'est le code et tu peux plus sortir des codes parce que les distributeurs, je ne sais rien, Gaumont, etc., ils sont en mode, si notre film veut réussir et a un impact, je sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de campagnes sur les bus, etc., c'est vrai qu'il faut que ça soit catchy, je pense, en 2-3 secondes. C'est ça, très catchy ce soir. Il faut que ça aille très vite, et puis c'est des codes qui dépassent totalement, c'est pas comme si on avait une idée comme ça un jour. Tu as parlé tout à l'heure de l'affiche de comédie américaine. On l'a justement, celle de Why Him, voilà, comédie américaine classique de John Hamburg. On est en 2016. L'affiche, elle traverse l'océan, on l'importe en France pour la diffuser chez nous. Qu'est-ce qui se passe ? T'as vu juste, on la met sur un fond bleu pour qu'elle réponde au code et à la culture et à la construction qu'on a ici. Alors, on remarquera aussi que le titre anglais Why Him est traduit dans un autre titre anglais pour la version française, mais bon, c'est... Ouais, ça, c'est la classique. Ça, c'est la petite... pour avoir un petit air ricain qu'on connaît. Mais nous, on a quand même un peu des films un peu sombres, non, de temps en temps. Bien sûr, et puis on va en parler de la diversité qu'on peut avoir ailleurs. En tout cas, pour ce formatage-là dans la comédie française, il y a, en fait, on l'a vu, Vincent Cassel qui fait un petit coup de gueule. C'est pas le seul. Il a été un peu l'ambassadeur de tous ces gens qui pensent que le cinéma, entre guillemets, mérite mieux, qu'on peut élever le niveau et à s'adresser aux gens avec des choses un peu plus recherchées, sans les prendre pour même des idiots, entre guillemets, puisque quand on a un formatage, c'est qu'on veut aller droit au but. On se dit que comme ça, les gens comprendront mieux. Peut-être que ça peut être intéressant d'aller un peu plus loin. Ouais. Alors, parce que il y a aussi beaucoup de réalisateurs et les réalisatrices qui se plaignent de ça aussi, parce qu'artistiquement, en fait, ils défendent un film qui ressemble pas du tout à ce qu'ils ont fait. Et c'est le problème des bandes annonces aussi, c'est qu'en fait les bandes annonces, les affiches, les bandes annonces en général, c'est pas du tout le réal, la production qui suit ce truc-là, c'est envoyé à des boîtes qui sont spécialisées là-dedans. C'est ça. Et moi je me suis fait avoir, et je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont fait avoir par des bandes annonces où tu crois regarder un truc et en fait ça n'a rien à voir, ou même l'inverse, de se dire ok je regarde une comédie un peu française et en fait ça n'a rien à voir derrière quoi. Et c'est souvent le souci aussi de certains réalisateurs ou réalisatrices qui veulent sortir du cliché de la comédie française. Et comment sortir du cliché de la comédie française lorsque toutes les affiches et les codes, t'es obligé de les respecter. Carrément. Et on part du principe que tu dois respecter, alors que toi, peut-être, dans ton scénario et dans ton film, t'as voulu faire totalement autrement, mais c'est la couverture, c'est l'emballage. Tu vois. C'est ça, exactement. Et alors concrètement, on peut se demander qui est responsable, si on peut vraiment parler d'une responsabilité, entre guillemets. Les décideurs. C'est ça, qui est d'ailleurs, qui pourrait changer les choses si on avait la volonté. Concrètement, les équipes de cinéma, les réalisateurs, les réalisatrices, toutes les équipes de prod sont chargées de faire le film, le scénario, de le concevoir, de le produire finalement. Les gens qui ont le produit fini et qui le mettent sur le marché, qui vont le diffuser et qui vont en faire la com, c'est les distributeurs. Ouais. Et c'est pas forcément les gens qui vont être le plus sensibles ou les plus créatifs pour être force de proposition et proposer des choses qui sont beaucoup plus taillées autour du film dont ils sont en train de faire la promotion. On a reçu 2 photographes de plateau récemment dans une des premières émissions de Parole d'Image dont tu as commencé à parler. C'est une émission qu'on a avec une petite équipe pour parler justement de ce genre de choses. Et donc ce sont 2 photographes de plateau, Christophe Brachet, Caroline Dubois. Et ils disent qu'ils sont obligés parfois de mettre les distributeurs face à leurs responsabilités
parce qu'en fait, on sent qu'ils ont un détachement à ce niveau-là. On a un petit extrait, si vous voulez l'envoyer. Ce qui est très difficile quand on fait un film, c'est toujours très compliqué d'imaginer comment est-ce qu'on va le promouvoir. Et les gens qui produisent du cinéma ne sont pas forcément des gens qui sont ils sont là pour produire un film, mais ils ne se posent pas forcément la bonne question de comment est-ce qu'ils vont le vendre, ce film. Et ça, il y a très peu de gens qui l'ont en fait dans le métier. Ça serait le rôle du distributeur, essentiellement, puisque c'est lui qui va distribuer le film, donc on devrait avoir plus de liens avec le distributeur. Sauf que, la plupart du temps, le distributeur est assez inexistant. Alors moi, maintenant, j'ai changé quand même pas mal de façon de faire, notamment dès le début du film, je sollicite le distributeur et je pose une question essentielle. Est-ce que vous avez une idée pour l'affiche ? Donc ces réalisateurs, il faut aller les chercher, quoi. C'est-à-dire que normalement, ça devrait être eux à faire une communication efficace. C'est pas vraiment le cas. On voit qu'ils utilisent des templates qui sont assez récurrents. Clairement, ça parlait, mais c'est vrai que c'est un peu, il y a un parallèle qui peut se faire aussi avec YouTube, les miniatures, etc. Où c'est vrai que tu sens que c'est un truc de méta. Et juste, au final, en fait, t'es en mode ça marche, l'algorithme a l'air d'aimer, allez, on continue, on va là-dedans. Mais même au sein du streaming, il faut savoir que là, tu parlais justement de ton décor qui est rouge. Je pense que dans le streaming français, il y a toi qui est rouge, il y a Zerator qui est vert. Pour avoir un peu étudié, il y a beaucoup de bleu et violine dans les couleurs de quasiment tous les streamers dans le décor. Après, pas vraiment vert le décor de Zera. Non, mais en fait, sa communication c'est du vert, en fait, et toi du rouge, et c'est assez rare. Après, c'est popcorn, mais en fait, je trouve que c'est difficile aussi. Typiquement, moi, j'ai un peu de bleu, etc. Je trouve que c'est compliqué d'être en mode, moi, c'est kaki. Voilà. Moi, mais même dans les couleurs que tu vas voir en termes de light, Philips Hue ou autre, peu importe ce qui est utilisé, il y a beaucoup de bleu et violine dans quasiment tous les décors de streamers. Qu'est-ce qui se passe outre-Atlantique ? Qu'est-ce qu'ils nous font ? Heureusement, il y a de la diversité ailleurs, peut-être. On a parlé beaucoup de comédie française. C'est dans le spectre du cinéma un angle très serré que j'ai choisi d'utiliser juste en cas particulier. Si je vous parle d'un exemple, on est en 2009. Comment je vais pas vous le spoil ? Énorme blockbuster. Révolutionnaire dans la manière de tourner, Avatar. Évidemment, James Cameron, premier film à utiliser la technologie de motion capture. Il y a encore du bleu, tiens. On voit l'affiche. Bon, alors là, le bleu, on leur pardonne. C'est la couleur des navis des personnages du film. Un film qui représente la singularité au moment où il sort. C'est-à-dire qu'on est sur un film qui explose, 2,8 milliards de recettes, je crois, au box-office, il explose tout. Un budget extraordinaire. Une nouvelle 3D en plus. Pardon ? Moi, je me rappelle la nouvelle 3D quand on était allé, c'était fou. Moi, j'avais mal aux yeux de fou à la fin, mais stylé, quoi. C'était nouveau. Ouais, c'est ça. Surtout le premier film qui utilise le motion capture, qui est totalement révolutionnaire dans la manière de créer des images de synthèse. Qui est très complexe et puis qui a été encore plus complexe pour la suite qu'on attend en décembre 2022. Alors ça mériterait une chronique à part entière, mais voilà, je vous conseille d'aller voir un peu ces histoires de motion capture, surtout pour Avatar 2 qui sort bientôt. Mais concrètement, quand on voit cette affiche qu'on peut revoir, on n'est pas du tout dans les mêmes codes. On se dit que le film il est singulier, on s'attend à une communication qui l'est aussi, pour montrer en avant ce côté novateur. Pourtant, mêlé dans la masse, l'affiche d'Avatar, en fait, on la voit pas tant que ça. Et on se demande si du côté des distributeurs, on ne serait pas allé chercher du côté d'un dossier template, films qui ont fonctionné dans le même style science-fiction, un peu film à mystère. Il est sur la dernière ligne et clairement, on ne le voit pas sortir, quoi. Tout ça, c'est que des films qui sont sortis après ? Il y a du avant, il y a du après, il y a un peu tout. C'était eux, leur méta, c'était les yeux, quoi. Voilà. Je suis analyste, si jamais, j'ai très vite compris un peu c'était quoi les codes aux États-Unis. Alors il y a d'autres exemples pour voir d'autres formats qui marchent beaucoup, notamment avec les héros et les super-héros qui nous tournent le dos, qui font face à leur destin, face à une ville détruite ou pas encore, on sent qu'ils vont sauver le monde à un moment ou à un autre. Pareil, nouveau template qui fonctionne très bien et qu'on voit partout. Et mon préféré, qui a été spoil, quand on parle de femme fatale, de séduction, on a deux possibilités. Donc soit un point de vue légèrement connoté, comme celui-là où on met le maximum d'éléments en plus entre les jambes pour être sûr de centraliser le regard du public qui pourrait manquer l'info intéressante, ou en faisant porter aux femmes une robe de couleur rouge. Évidemment, on en parlait pour le côté punchy et on veut la séduction, on veut attirer le regard. On a trouvé un film en particulier parmi d'autres, mais qui coche toutes les cases. C'est The Number One Girl de Luc Campo en 2005. Alors là, on a tous les codes, on coche, il remporte en légende. On a le point de vue qu'il faut, la robe rouge. On a même droit aux armes à feu, explosion derrière. Ouais, en 2005. On sent tout de suite que c'est un bon film, je sais pas pourquoi. Ah ouais, là, Je vois pas pourquoi tu dis ça.
Je sais pas pourquoi non plus. Elle est ma number one, quoi. Voilà, et c'est essentiellement comme ça que fonctionne le formatage en fait, que dénoncent énormément de gens comme Vincent Cassel, hein, on l'a vu. Et puis quand vous irez au cinéma, même si vous n'allez pas voir une comédie française, peut-être que vous aurez des clés pour décrypter les rouages qu'il y a derrière les affiches qu'on a au cinéma. Eh ben, merci énormément Raphaël Bourda, n'hésitez pas à suivre sur Instagram, sur YouTube. Du coup, tu as lancé un peu cette émission podcast Parole d'image. C'est ça. Qui a l'air passionnante si vous aimez le cinéma et tout ce qui est autour. Merci beaucoup en tout cas, parce que j'avoue qu'on a appris plein de choses. Merci à vous, je suis très content. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gens t'applaudissent, te félicitent. À la prochaine, Raph. Et c'est vrai qu'on a... C'était intéressant. Ouais, hyper intéressant. Tu vois pas forcément quand tu te balades le truc à quel point c'est... C'est fascinant. Moi, j'aime trop les choses qu'on pense savoir. En fait, qu'on pense ne pas savoir, mais qu'on sait. C'est-à-dire, tu sais, les choses qui nous habitent dans le quotidien. Et en fait, lorsqu'on a quelqu'un de passionné qui met la lumière dessus, on se rend compte qu'en fait, on était matrixé et manipulé par ça. C'est trop bien. Et ça, il y a ça avec la publicité aussi d'affichage et de se rendre compte. J'invite tous les gens qui demain vont aller soit en cours, au travail, etc., soit se balader, à juste se poser la question de où ils posent l'œil et de combien de publicités ils voient et par lesquelles ils sont attirés. Et en fait, c'est hallucinant de se rendre compte le nombre de publicités qu'on oublie en fait parce que le cerveau il peut pas tout accumuler, etc. Mais en fait, il y en a 2-3 qu'on retient. Il y a des pubs genre qui vous ont marqué récemment, par exemple. Mais moi, j'avoue, je réfléchissais. Moi, l'affiche de The Batman là. C'est le truc noir, bam, en énorme. En plus, à Paris, c'est en très gros, mais même en allant à Caen et tout, elle m'a marqué, quoi. Il y a un vrai truc du rouge. Je réfléchissais dans le métro, là, ils avaient beaucoup fait dans le métro parisien, les trucs un peu très border, liés à la crypto, au bitcoin, etc. Déjà 4850% d'augmentation, et toi, loupe pas le train. Des trucs comme ça. Les Winamax aussi dans le métro. Ah, bah les pubs à Paris sportif, c'est... Ouais, c'est souvent les trucs de prévention, notamment qui tapent très très fort, genre tout ce qui est sécurité routière ou quoi, ils sont extrêmement forts là-dessus parce qu'ils reprennent justement toutes les codes autour du marketing et de la pub pour mettre un truc très coup de poing juste derrière, et en général, ça marque pas mal, Mais en affichage public, parce que je trouve que du coup ils ont des bons spots publicitaires, non, publicitaire, vidéo. Mais c'est vrai qu'en public, non, pas. Parce que du coup c'est des spots qui te choquent et où tu t'attendais pas à ce que ça finisse comme ça et le truc est choquant et du coup c'est le but de marquer pour imprimer un message. Moi il y a un truc que je trouve hyper puissant dans la pub, c'est que la pub a tellement habité notre quotidien qu'il peut limite tuer des œuvres d'art. Et moi, j'ai un exemple que je dis tout le temps, c'est, vous connaissez dans le chat ou même vous autour de la table, les yaourts la laitière. Les yaourts la laitière avec cette photo de la laitière. Ah oui, à travers la fenêtre, là. Ouais, et tu sais que ça, c'est une peinture de Vermeer. En fait, c'est un tableau de Vermeer. Et en gros, énormément de gens, lorsque tu leur montres cette photo-là, c'est la laitière, c'est le yaourt, tu vois. Ouais, alors que c'est une œuvre d'art de Vermeer, qui est un peintre exceptionnel et qui est quelqu'un qui est l'un des peintres les plus connus néerlandais et qui... Et en fait, je trouve ça incroyable le pouvoir que la pub a dans notre cerveau. C'est que moi, je kiffe trop les musées, j'aime trop me balader et tout. Moi, je te jure que je vois la laitière, j'ai envie de bouffer ma crème caramel. Je ne pense à aucun moment à Vermeer. Mais ils ont genre acheté les droits. Je pense à 100% qu'ils ont dû acheter ou c'était peut-être... Mais ils ont dû forcément modifier un peu, ayant droit ou peut-être modifier. Après, quand ça date, alors il y a 70 ans sur certaines dates, etc., ça tombe dans le domaine public et tu peux les réutiliser. Donc c'est pour ça que tu as aussi plein de trucs qui utilisent la Joconde, par exemple, et en fait, il n'y a pas de droit spécifique. Mais tu vois, genre ça s'appelle la laitière, quoi. C'est ça le truc de fou, c'est la laitière. Et chaque fois, je prends cet exemple parce que je trouve ça marrant. Je voulais faire une chronique dans Popcorn. Oh bah attends, là, il y en a une, ne nous en dis pas trop maintenant. Garde ça en stock, tu reviens bientôt nous voir avec ça parce que j'avoue que c'est passionnant.